Bonjour à tous, donc nous allons commencer ce webinaire donc sur la protection des données. Donc aujourd'hui le titre c'est Data Protector par la pratique. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, juste un petit rappel, c'est que tous nos webinaires sont disponibles en mode replay. Donc si vous avez des collègues, des partenaires qui n'ont pas pu assister, en fin de session, on va renvoyer le lien. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez accéder au lien ou à la présentation. Voilà, donc aujourd'hui, on va aborder la data protector par la pratique. Alors, il y aura très peu de slides, mais on va s'orienter évidemment sur des démos. Donc, moi, je suis Serge Ardouin et je suis avec Alex Gendry. Nous sommes consultants avant-vente sur le portfolio Information Management and Governance. Alors, juste un petit rappel avant de lancer la partie démo. Simplement, l'architecture autour de Data Protector, elle est assez simple. Hein. Au sommet, donc on a Data Protector qui agit comme une sorte de chef d'orchestre. Donc il gère toute la protection des données via des agents ou des API pour sauvegarder à chaud des applications stratégiques comme des bases de données, des paysages SAP et des machines virtuelles. Donc si on regarde juste tout en bas de l'infrastructure, donc on héberge toutes les sauvegardes. Alors, l'intérêt, c'est qu'on peut déplacer les sauvegardes entre différents médias, hein, depuis des snapshots vers la bande ou depuis du disque vers le cloud, aucun problème. Et enfin, dernier point, c'est une solution qui est associée à Data Protector, qui s'appelle Backup Navigator. Donc, Backup Navigator, en gros, c'est la partie, disons, opérationnelle de la sauvegarde, qui fournit des analyses sur les stratégies de sauvegarde, qui fournit des rapports simples et ou complexes, et en tout cas dynamiques, et permet par exemple de répondre à certaines exigences de service. Hein. SLA, c'est les niveaux de service, et aussi aux questions, voilà, qu'en est-il du RPO, du RTO? C'est-à-dire qu'en gros, si j'ai un crash majeur, en combien de temps je peux repartir, et qu'est-ce que je suis autorisé à perdre en cas de crash. Donc, pour revenir à ce qui va se passer aujourd'hui, donc les démos sont faites à partir de notre site de démo qui est situé en Allemagne et elles sont basées sur la version 10.04 de Data Protector. Donc, au cours des prochains webinaires, on va aborder différents d'autres sujets et à chaque fois, on va les aborder par la pratique. Alors, on a pensé à mettre en place quelque chose de très détaillé sur SAP, SAP HANA, des choses aussi détaillées sur VMware, donc les sauvegardes classiques, les restaurations classiques, le live migration, le power on, les différents médias de sauvegarde. Faire aussi un zoom important sur la partie cloud. Mais si des sujets vous intéressent, surtout n'hésitez pas à nous solliciter. On pourra les mettre à l'ordre du jour. Et juste un dernier point, on a commencé depuis très récemment là un tour de France pour venir vous voir, donc partenaires ou clients, que ce soit dans la région parisienne, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. L'idée, c'est de vous présenter notre portfolio, les feuilles de route, les équipes, pour les partenaires, le programme, et surtout de vous montrer les dernières évolutions de toutes les solutions. Et on peut évidemment faire du deep dive sur certaines solutions, faire des démos, et éventuellement, si on va au-delà, faire des POC. Donc tout est prévu pour aller le plus loin possible et puis pour vous rencontrer. Donc pour info, là, au début juillet, on sera surtout sur l'Île-de-France. Après la mi-juillet, on va se concentrer sur la région Rhône-Alpes. On a prévu aussi d'aller dans la région Sud-Ouest. Enfin, si vous êtes intéressé par nous rencontrer, n'hésitez pas encore une fois à nous contacter. Alors, on va rentrer dans la partie démo maintenant. Donc, on va commencer très léger. Donc, c'est sur la partie console, tableau de bord. En gros, voilà, aujourd'hui, on va faire un petit focus sur la partie scheduler. Donc, je vais donner la main à mon collègue en lui donnant la main sur l'affichage. Normalement, vous devriez pas tarder à voir l'affichage de son environnement. Donc, Alex, à toi. Ok, très bien. Donc voici le scheduler présent dans la nouvelle interface de Data Protector, interface
laquelle on peut accéder soit depuis un navigateur web classique ou sinon directement depuis un nouvel onglet dans l'ancien client. Donc c'est une interface full web et on voit ici le scheduler qui nous donne une vue soit au mois, à la journée. En haut à droite, on voit très rapidement le statut du scheduler, savoir s'il tourne ou non. On a des fonctionnalités pour pouvoir le désactiver si on le souhaite, soit instantanément en cliquant ici sur ce petit curseur, ou sinon en planifiant une période durant laquelle le scheduler sera arrêté pour de la maintenance, en choisissant la durée de cet arrêt et décider de relancer, de lancer les schedules qui ont été passés lors de cet arrêt. Donc très pratique dans le cas de lorsqu'on veut faire un update ou autre par exemple. On peut donc très facilement ajouter un nouveau schedule comme on a ici. Donc ici on retrouve les étapes classiques où on choisit la spécification de sauvegarde, où on va ensuite pouvoir choisir le type, les options, la récurrence. Ce sont ici différentes configurations qu'on retrouvait à la fois dans le précédent scheduler, dans les deux précédents schedulers, tout ça combiné en gardant les meilleurs points de chaque. Donc ensuite, au niveau du calendrier lui-même, on peut voir très rapidement le nombre de schedules prévus dans une seule journée, avec ici le numéro qu'on a dans le rond gris. Donc ici j'en ai 7. Et avec les petits points de couleur que vous avez là, on peut voir le type de schedule présent sur cette journée. On retrouve en bas le code couleur, si jamais c'est un backup, une copie, un job de consolidation, de vérification, d'action sur les médias ou encore du reporting. Ensuite, soit en cliquant sur le bouton là-haut, Day, ou directement sur un des schedules, je peux plonger sur une vue journalière pour mes schedules et voir toutes les spécifications avec le nom, le type, le nom du schedule, le mode et tout ça très rapidement. Je peux filtrer au niveau des spécifications. C'est peut-être plus explicite si jamais, et surtout plus intéressant si je retourne à la mode à la vue mensuelle. Je peux chercher une spécification très rapidement. Hop. Je peux sélectionner par exemple, si je veux bien un démo. Je sais pas ce qu'il arrive. Voilà. Et du coup, le scheduler, la planification est mise à jour. Et du coup, je vois seulement les journées avec cette spécification ici, DPDemo, qui a une spécification de reporting. Je peux aussi filtrer par type. Donc, si je veux voir seulement les backups, seulement les copies ou autres. Et si je retourne à une vue au jour. Hop. Je m'attends, mais il y a toujours un petit effet démo, hein, parce que notre connexion est parfois un petit peu lâche entre la France et l'Allemagne. Donc voilà, mais voilà, néanmoins, on va faire des choses intéressantes. Je sais pas ce qu'il lui arrive. Bon. Alors voilà, ça c'est une démo live, hein, donc forcément, de temps en temps, on a des petits points de blocage. Voilà. Bon. Voilà, ça revient. Voilà. On est revenu.
bienvenue et ça nous permet de vous montrer aussi qu'on peut accéder au scheduler depuis l'ancien client Data Protector. Donc, je recommence. Si jamais je clique et que j'accède à la vue journalière de mon scheduler, je peux à nouveau refiltrer par spécification, refiltrer par type ou encore faire de la recherche, que ce soit sur les noms des spécifications, sur le type, sur le nom de schedule. Enfin, voilà, on peut vraiment filtrer et dans les situations où on a beaucoup de planification, de spécifications et autres, on peut y accéder très rapidement au travers ces différentes options. Ensuite, en plus de voir très rapidement le statut de mes différentes schedules, je peux les modifier directement depuis l'interface. Donc ici, je retrouve les options de mon schedule. Je peux désactiver soit donc je peux désactiver ici toute la série de ce schedule par exemple pour passer ma planification à disabled, ou sinon supprimer cette occurrence ou tous les schedules que j'ai sélectionnés ici, que ce soit pour les dates suivantes. Je te repasse la main, Serge. Avec plaisir, normalement ça va marcher. Tu aurais fait des mots. Alors, pendant que le temps que ça s'affiche, donc là on a vu la partie schedule. Maintenant, on va vous montrer quelque chose qui est assez intéressant et qui est de plus en plus demandé, c'est ce qu'on a la sauvegarde dans le cloud. Alors, la sauvegarde dans le cloud. Alors attendez, je vais essayer de récupérer la main. Bon, non, oui. Ah pardon, excusez-moi, j'ai mal cliqué. Voilà, ça y est, c'est pas la bonne présentation, évidemment. Attendez 2 petites secondes, ça va venir. Attendez, je me suis trompé. Voilà, c'est bien, on revient. Tout est bien préparé. Voilà, la sauvegarde dans le cloud, en fait, voilà. On a une demande de plus en plus forte pour pouvoir sauvegarder dans le cloud. Alors, l'intérêt avec Data Protector, c'est que la sauvegarde dans le cloud est ultra simple. Le cloud est vu en gros comme un périphérique de sauvegarde. Alex va vous le montrer tout à l'heure. En fait, on a 3 types d'intégration avec le cloud. La première, c'est l'intégration native. En gros, l'agent média Data Protector transforme un serveur quelconque en une passerelle vers le cloud. Donc, vers le cloud, passerelle vers le cloud direct. Donc, c'est vers Azure de Microsoft, vers Amazon S3, où tous les stockages dans le cloud qui utilisent le protocole S3. Là, je vous donnais comme exemple Ceph ou Scality. Et voilà, on n'est pas limité. Dès qu'on utilise le protocole S3, c'est supporté par Data Protector. Donc ça, c'est l'accès direct. L'accès par une passerelle, alors aujourd'hui, la passerelle, en fait, c'est plutôt une sorte de VM qu'on télécharge sous la forme d'une VTL. Donc avec Amazon, ça s'appelle AWS. Avec Azure, ça s'appelle Store Simple. Donc, deuxième point. Troisième solution, c'est aussi intéressant, c'est si vous disposez d'une appliance de sauvegarde type HPE Store Once pour les duplications ou NC Data Domain avec les API Catalyst et DDBoost, on peut soit via CloudBank pour Store Once ou Cloud Tier pour Data Domain envoyer directement les données vers les clouds qui sont mentionnés sur l'écran. Et l'intérêt, c'est que là, le transfert de données vers le cloud est effectué par la Store Once ou par la data domain de manière complètement transparente. Donc, on va utiliser à la fois ce côté transparent et aussi les données sont envoyées de manière dédupliquée. Donc, dans les 3 cas, on a une intégration qui rend pas mal de services. Donc, je rends la main à Alex qui va justement vous montrer comment on fait pour programmer une sauvegarde dans le cloud depuis Data Protector. Donc, alors là, on va d'abord commencer par configurer notre cible, enfin notre espace de stockage, c'est-à-dire Azure. Donc, comme indiqué par Serge, il s'agit en fait, pour Data Protector, les clouds sont vus comme des espaces disques.
Hop, je vais le supprimer pour recommencer. Et en l'occurrence, ici, nous allons configurer une espace de stockage avec l'intégration native. Donc, en l'occurrence, Azure Cloud, je lui donne un nom. Le type de device, backup to disk, car c'est vu comme espace disque. Donc on peut voir ici qu'on a différentes options pour le cloud, Helion, Azure, Amazon S3 ici pour tout ce qui est du coup Amazon et autres clouds compatibles avec l'API S3. Donc je sélectionne Azure, je peux ici choisir la console de management qui ici pour Azure, par défaut pour Azure et portailazure.com. Et ensuite, je vais avoir les différentes configurations pour la connexion au cloud. Donc, mon compte de stockage Azure, les 2 clés nécessaires pour pouvoir s'authentifier sur ce compte. Et ensuite, on va pouvoir choisir le container ici ou en créer un directement depuis l'interface de Data Protector. Et ensuite, les étapes suivantes sont la sélection de passerelles qui vont servir pour renvoyer les données vers le cloud. Et un des avantages, c'est qu'on peut en avoir plusieurs pour réaliser du parallélisme lorsqu'on va aller vouloir sauvegarder les données sur ce cloud. Donc ensuite, on peut voir ici sur notre gauche, dans un des devices que nous avions déjà configuré, on peut voir donc notre container et notre gateway qui a été configuré et qui sera utilisé pour réaliser la sauvegarde sur le cloud. Une fois que notre device est configuré, eh bien, on peut l'utiliser dans une session, dans une spécification de sauvegarde, comme nous avons ici, par exemple, où nous sauvegardons une de nos VM, en l'occurrence un répertoire de notre SpanVM, c'est un de nos serveurs, sur la destination qui ici est un cloud Azure, au travers notre gateway. On pourrait très bien avoir ici plusieurs gateways et la sélectionner, enfin toutes les sélectionner pour avoir de la sauvegarde en parallèle, ou encore sélectionner à nouveau notre cloud Amazon pour avoir du failover à la fois au niveau des gateways et une sorte de failover cloud au cas où Azure ne serait pas disponible, on pourrait se reposer sur Amazon ou un autre cloud. Nous allons ici lancer notre sauvegarde vers le cloud. Donc la session est lancée. Ici, l'agent, notre gateway se lance. On voit ici que le chiffrement de la donnée est lancé, est activé. Et ensuite, les fonctionnalités classiques, c'est-à-dire l'utilisation, je remonte pour que vous voyez correctement, l'utilisation des snapshots VSS est lancée, le snapshot est créé, notre sauvegarde est commencée. Et donc ici, il y a 15 MO, hein, c'est très rapide. Et en résultat, on peut voir que 75 mégas ont été sauvegardés, mais seulement 1 méga, grâce à la compression, a été envoyé vers le cloud. Et voilà, je redonne la main à Serge. PowerPoint slideshow. Voilà. Non, c'est pas la bonne. Décidément, je suis pas le super champion de ça. Attendez 2 petites secondes, j'arrive. Voilà. Pardon. Donc, voilà. Juste alors, l'étape suivante dans la démo. Donc, on a vu le cloud, hein, c'est très simple. Il y a vraiment, il suffit que vous disposiez d'un accès au cloud pour pouvoir transférer les données dans le cloud. Donc, c'est d'une simplicité, j'allais dire biblique, et en plus de ça, c'est immédiatement opérationnel. Donc, on est vraiment dans un cas où on ajoute un périphérique classique. On peut paralyser les flux, comme on l'a montré Alex, entre différentes gateways, passerelles ou entre différents clouds si nécessaire. Alors maintenant, on va attaquer un environnement un peu différent, c'est la partie VMware. On va faire, avant de passer à la démo, un petit rappel. Donc, comment on sauvegarde des VM de manière très classique, des VMware de manière très classique. En gros, on va utiliser l'API fournie par VMware qui s'appelle vStorage API for Data Protection, donc VADP. Donc, le mécanisme, c'est un mécanisme classique que tout le monde utilise. Hein, c'est Data Protector va demander à VMware de faire des snapshots des VM. En gros, c'est pas exactement un snapshot, mais ça met les VM en état cohérent. Comme ça, si on fait un snapshot, le snapshot sera cohérent. Une fois que le snapshot est fait, Data Protector va monter
ces snapshots sur un serveur qu'on appelle un mount proxy ou un backup server, peu importe. Donc on va monter la VM ou les VM et on va les envoyer vers un média de sauvegarde, que ce soit du smart cache, donc c'est du disque, que ce soit du catalyst sur StoreOne, que ce soit du snapshot, que ce soit de la bande. Avec une petite chose importante à noter, c'est que quand on fait de la sauvegarde sur du smart cache, sur du catalyst ou sur du snapshot de 3 parts, on est capable de faire de la restauration granulaire ultra rapide, donc sans staging, directement depuis la sauvegarde. On peut faire du power on, donc démarrer la VM depuis la sauvegarde. Et live migration, c'est migrer directement la VM depuis l'environnement de sauvegarde, l'environnement de production. Donc tout ça, c'est pris en compte automatiquement par Data Protector, sans avoir peur de conflits de nom de VM et sans avoir un impact négatif sur la production. Donc ça, c'est la théorie, donc c'est du classique. Hein, pratiquement tous les gens qui proposent des sauvegardes de VMware vont dans ce domaine-là. Snapshot, logiciel, via VMware. Donc là, maintenant, en termes de démo, comment ça se passe sur le moteur? Alors, on va vous faire une démonstration d'une restauration granulaire sur une de nos VM. Donc, au niveau environnement, on a une VM Windows qui est installée sur un vCenter. On a une sauvegarde configurée ici d'une VM et ici, on peut voir qu'à travers l'interface de Data Protector, on a une vision similaire à ce qu'on verrait dans vCenter, où on peut voir nos différents ESX et les différentes VM. Et là, on a sauvegardé les 2 disques de cette VM et sur en gros avec sur un certain média ici qui est notre StoreOne. Pour vous montrer un exemple, alors on va ici, je suis connecté sur la VM que je viens de vous présenter. Je vais aller dans un de ces disques et supprimer un fichier, par exemple celui-ci. Donc voilà, il est plus présent sur la VM et pour X raisons, je veux le restaurer. Donc j'ai ma sauvegarde qui est déjà réalisée. Je vais aller pour restaurer mon fichier dans vSphere, le web client. Je vais aller parcourir toute mon infra. Hop, où est-ce qu'il est, Ici, voilà. Donc je retrouve ma VM ici, je vais dans configuration et ensuite dans la partie granular recovery, je sélectionne le cell manager. Hop, alors il faut que je mette mon identifiant. Hop. Donc voilà. Là, je suis connecté et authentifié au niveau du cell manager. Je choisis le mount proxy. Comme indiqué Serge, celui qui fera le montage. Ok, c'est mieux. Le fameux effet démo. Donc voilà, et c'est ici que je vais lancer, entamer des requêtes pour faire du GRU. Donc une requête, c'est simple. Je choisis, c'est ici que je vais choisir quel fichier je vais vouloir restaurer et à partir de quelle sauvegarde. Donc là, j'ai les différentes sauvegardes qui ont été réalisées sur cette VM, sur SUO IMDP65. Je vais choisir la dernière que j'ai réalisée. On peut voir si jamais elle est, si c'est en cache ou non, et le nombre de virtual disks qui ont été, sauvegardés avec cette VM. Hop, ici je choisis quel virtual disk, sur quel virtual disk je veux récupérer mon fichier et je lance la requête. Ici, la sauvegarde, vu qu'elle était en cache, eh bien, la requête est acceptée et réalisée instantanément. Je peux cliquer sur ma requête que je viens de créer, la parcourir, et ici, je vais pouvoir parcourir les différents fichiers qui ont été sauvegardés et je vais aller récupérer le fichier que je viens tout juste de supprimer dans ma VM. Je vais en plus
lui donner les identifiants pour pouvoir accéder à cette VM et l'emplacement où je veux vouloir la restaurer, c'est-à-dire soit son emplacement d'origine, est-ce que je vais vouloir faire de l'overwrite, la renommer ou sinon ignorer si jamais elle est encore présent. Donc, le fichier que j'ai supprimé, il est là. Hop, HP Trim Software. Je redonne mes identifiants pour me connecter à ma VM. Hop. Et l'emplacement, je vais le remettre à son emplacement d'origine. Je clique sur Recover File pour récupérer mes fichiers. Ça envoie la requête et hop. Qu'est-ce que j'ai fait de mal comme ça? Bon, encore l'effet démo, formidable. Est-ce que j'ai bien mis le bon? Ouais, pourtant c'est Bon, bah on est encore une fois dans notre fameux effet démo. Voilà, non. Alors, je pense qu'il y a un petit problème d'accès à notre site en Allemagne. Alors, simplement, voilà, une fois qu'on a fait ça, on a vu que là, c'était assez simple. Hein. On sélectionne les fichiers, le ou les fichiers à restaurer ou le répertoire, il n'y a pas de problème. On rentre les identifiants. C'est ton identifiant. Enfin, il faut rentrer les bons identifiants de l'AVM, et je pense que c'était ça le problème. Voilà. Et après, voilà. Alors, pourquoi on rentre les identifiants de l'AVM? Bah, c'est assez simple, c'est pour éviter que n'importe qui ne fasse pas n'importe quoi. On peut très bien dire, tiens, je voudrais restaurer ce fichier-là, que c'est pas le mien, et emprunter un fichier à une personne. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, il y a cette étape-là. C'est simplement au niveau sécurité. Donc voilà, j'avais mis les mauvais identifiants, la requête est bien passée avec les bons identifiants, le fichier est restauré. Est restauré. Et on peut le retrouver ici. Et voilà. Je Parfait. repasse la main à Serge. Alors, le temps passant vite, je vais... c'est celle-là, voilà. Alors, à chaque fois je me trompe. Show, application, si c'est slideshow. Non, ça marche pas. L'effet démo se fait sentir partout. Voilà. Donc je reviens. Attendez, je vais aller assez rapidement parce que comme le temps passe assez vite. Voilà. Alors, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est donc la sauvegarde de VMware, mais en mode, pardon, en mode classique VMware. C'est-à-dire que c'est VMware qui fait le snapshot, c'est ce qu'on appelle un snapshot logiciel. Et dans le snapshot logiciel, la VM n'est relâchée que quand la sauvegarde est terminée. Alors, parfois c'est acceptable, parfois ça ne l'est pas. Si ça ne l'est pas, eh ben, on va faire autre chose. On va utiliser des snapshots. Alors l'exemple qu'on vous donne, c'est donc les VM, donc les VMDK sont sur une baie 3 parts. Et là, on va ajouter une petite étape. Donc la première étape, elle est classique, hein, c'est VADP, on fait des snapshots. La deuxième étape, c'est qu'une fois que les snapshots sont faits, eh bien, Data Protector va demander à la baie 3 parts de faire effectivement un snapshot de ces VM. Donc on sait que les snapshots sont cohérents parce que les VM sont mis en mode read-only. Et dès que les snapshots sur la baie 3 parts sont terminés, eh bien on relâche les snapshots, donc on relâche les VM. Ça veut dire qu'en gros, le temps de faire le snapshot côté VMware et le snapshot côté 3 parts, en gros, en quelques minutes, quelques secondes, on peut relâcher les VM. Et donc, la production des VM va recommencer de manière tout à fait classique. Et pendant ce temps-là, nous, en arrière-plan, on va faire le plus classique, c'est on va monter les snapshots et on va les sauvegarder vers les cibles dont on a parlé tout à l'heure. Donc l'avantage, c'est que, la charge sur l'environnement VMware est très faible. 2, la sauvegarde vue des VM est ultra rapide. Et 3,
comme on est dans les snapshots, on peut très bien faire de la restauration ultra rapide depuis ces snapshots et donc faire de la restauration granulaire, etc. Donc, on va vous montrer maintenant comment on met en place, on va pas jusqu'au bout, mais on va vous montrer comment on met en place ce type de sauvegarde du côté de Data Protector. Donc, comme on vient de voir, ce sont des fonctionnalités qui sont très intéressantes pour tout ce qui est respect des RPO et RTO, et surtout, c'est simple à configurer. Donc, voici la configuration d'une spécification pour une sauvegarde VMware en ZDB. Donc, on a notre source, ici une VM, notre destination, ici encore notre store once, et la configuration, on peut la retrouver ici dans nos options de spécification de sauvegarde avancée et dans un onglet Storage Provider Plugins. Donc, on retrouve ici la configuration des différents éléments qu'on vient de voir dans le slide précédent. Donc, on a ici l'application system, qui est un ESX, et le backup system, celui qui va réaliser la sauvegarde. Là, en l'occurrence, c'est le même ESX, mais non, c'est un Hyper-V en plus. Mais on pourrait très bien avoir un deuxième, enfin, logiquement, c'est un autre backup system. Et ensuite, on va pouvoir choisir les différents providers pour ces baies, pour ces snapshots, ici 3 parts, et on dispose aussi de storage provider pour de l'EMC VMAX, EMC VNX ou du NetApp. Ensuite, l'option suivante, ici, on va pouvoir choisir si nous gardons des copies de nos différents snapshots sur notre baie pour réaliser de la restauration instantanée et du coup réduire les temps de restauration à quelques minutes. On peut aussi choisir si jamais on les garde en local ou en remote pour faire de la réplication. Et là, ici, on choisit le nombre de réplicas qu'on va conserver en local au niveau, par exemple, choisir d'en garder 2, 3, 4 et faire de la rotation sur ces réplicas. Et ensuite, les options suivantes, ce sont des options propres pour les différentes applications comme du SAP ou de l'Oracle, où on va pouvoir choisir de faire différentes actions sur les systèmes pour des raisons de cohérence ou autres, et de bonne réalisation de nos snapshots. Je repasse la main à Serge pour la suite. Alors, Attends, oui, il y a une petite, il a oublié de lancer de la sauvegarde, ce qui est quand même assez important. Je lance la sauvegarde que nous venons de configurer. Hop, enfin que on voir. Donc, on peut choisir ici le type ou enfin les différentes options. Petite parenthèse, en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu l'environnement Data Protector, dès qu'on parle de snapshot, on parle de ZDB. Un ZDB, c'est la fameuse option qui s'appelle Zero Downtime Backup. En gros, c'est voilà, c'est la partie snapshot, donc les sauvegardes via snapshot. Donc ici, on peut voir que la session est partie. On a les différentes informations sur la création des snapshots et la présentation de ces snapshots au backup server. La création des réplicas aussi. Et hop. On l'a vu passer assez rapidement, mais on voit le removing snapshot. Et ça veut dire qu'en gros, les VM peuvent repasser en mode production immédiatement. Ça, c'est très intéressant. Alors, c'est intéressant dans plusieurs cas, en particulier quand on a beaucoup de VM à sauvegarder et que sur certaines VM, on a des contraintes assez fortes. Par exemple, il y a beaucoup de gens maintenant qui mettent des filers, donc des serveurs de fichiers dans des VM. L'idée, c'est de pouvoir interrompre au minimum la production sur ces serveurs de fichiers. Donc, dans ces cas-là, l'option snapshot, donc l'option ZDB, est très très pertinente. Pour les VM qui sont un peu moins utilisés, bon, on peut faire les sauvegardes classiques. Voilà, donc après, on déroule la sauvegarde.
Et on a pu voir donc les snapshots étaient relâchés assez rapidement. Et ensuite, là, voilà, on fait vraiment la sauvegarde. Donc la sauvegarde s'effectue en quelque sorte en arrière-plan, sans aucun impact sur l'environnement VMware. Donc on va laisser se poursuivre. Et on arrive à la fin de notre webinaire. On a un petit peu débordé, mais donc, alors, l'idée principale de ce webinaire, c'était pour vous montrer un petit peu comment ça marche, comment Data Protector évolue. Donc en termes de sauvegarde, restauration VMware, on a vu que on était redevenu très très performant, à la fois en simplicité de mise en place et en performance. Ça continue. Alors, je vous ai dit au début, on a des webinaires qui sont prévus en termes de roadmap. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des webinaires avec roadmap et démo le plus souvent possible. Hein, par exemple, un des prochains, ça sera sur SAP, SAP HANA. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui sur SAP, SAP HANA, comment on met en œuvre une sauvegarde, comment on restaure, et à chaque fois, on fera un petit zoom sur la roadmap, ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années. Voilà. Écoute, merci Alex. Et si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas. Si vous voulez poser des questions par mail, n'hésitez pas. On répondra à toutes vos questions dans le mail qu'on vous fera pour vous donner un lien vers le replay et un accès à la présentation. On vous remercie beaucoup et on vous dit à bientôt sur un prochain webinaire.